Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Patrimoine Révolution. Bienvenue sur Olivier Patrimoine pour le podcast Patrimoine Révolution. Dans ce podcast, une interview exclusive de Audrey, donc du site Les Revenus Autrement. Nous allons parler de colocation en grande partie et de toutes les stratégies pour pouvoir développer votre richesse, votre patrimoine grâce à plus d'informations qui sont dans la suite de ce podcast Patrimoine Révolution. Donc on va parler de votre épargne comme d'habitude, du développement de vos rentes plus ou moins en automatique, donc d'automatiser des systèmes, et de l'immobilier haut rendement, parce que oui, la colocation, c'est avant tout de l'immobilier haut rendement, et donc pour cela, on va parler de gros travaux et de gros gains dans un dernier temps. Alors bonjour Audrey, merci beaucoup de participer à cette première interview dans le podcast Patrimoine Révolution. Salut Olivier, bonjour à tous. Je te remercie de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir d'être là et puis de partager avec vous quelques-uns de mes secrets. Voilà. Ok, donc il y a eu on se connaît depuis 2016, mais là on reprend suite à un petit bug technique. Ceci dit, concrètement, on s'est rencontrés au cours d'un séminaire qui était organisé par une des personnes qui a participé également au séminaire Richesse et Patrimoine, que vous pouvez trouver et aller télécharger immédiatement sur olivierpatrimoine.com. Il s'agit de Nicolas Popovic, et en fait à ce moment-là, je faisais moi-même ma première colocation à Montpellier. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens un peu du type de bien, de la surface qui était impliquée dans ce projet-là? Alors, je me rappelle qu'on en avait. Alors, tu vas me dire si c'est le même bien. Je me rappelle qu'on était sur le capot de la voiture. Tu m'avais mis les plans affichés sur le capot et avec un crayon, on essayait d'optimiser un petit peu ta colocation. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'était en fait mon premier gros projet. On avait, du coup, à l'époque, moi, j'étais sur un 100 mètres carrés, donc c'est quand même assez colossal, tant en termes de budget travaux qu'en termes d'optimisation. Et en fait, aujourd'hui, je gère clairement ce bien-là, et j'y suis même, il abrite mon bureau. Donc, c'est un franc succès du point de vue de mon patrimoine. Donc, je peux en témoigner à titre privé. Aujourd'hui, donc, c'est le premier pilier de la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast. C'est l'importance, si vous voulez vraiment créer le patrimoine de votre vie, de votre réseau. Peu importe la ville dans laquelle vous investissez, je pense que tu seras d'accord avec moi, Audrey, on est parti de là. Oui. C'est pour ça que j'ai créé Patrimoine Révolution, c'est pour partager ce mindset et les bonnes idées avec le plus de personnes possible. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon groupe privé aussi, donc pour réserver aux clients privés qui ont choisi d'obtenir, on va dire, des informations continues là-dessus. Donc première introduction, donc du coup présente-toi très rapidement. Aujourd'hui moi je suis basé à Montpellier, toi tu es dans une ville un petit peu plus centrée dans la France, mais finalement on s'aperçoit que la colocation fonctionne un petit peu partout dans le monde. C'est exactement ça en fait. Alors je suis Audrey, je viens de fêter mes 40 ans et cette année-là en fait est une année vraiment charnière pour moi parce que j'ai normalement, à compter de demain, officiellement, j'aurais quitté mon travail de manière, je l'espère, définitive pour vivre exclusivement de mes revenus locatifs. Et je ne pensais pas qu'un jour ça puisse être possible de vraiment vivre de ces revenus locatifs. Et concrètement, mes revenus locatifs ont me génèrent des loyers qui sont largement supérieurs à ma fiche de paye, à mon ancienne fiche de paye. Donc voilà, donc j'ai peur, mais malgré tout, je suis très 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 contente de faire ce choix parce que ça me permet juste de reprendre possession de mon temps, c'est tout. En fait, c'est juste une autre manière, et on en discutera, on en parlera un petit peu plus tard. C'est juste une manière en fait d'obtenir de l'argent. Je reconstitue ma fiche de paye au travers des revenus, du cash flow, des bénéfices que j'ai, et voilà. Tout simplement. Non, merci beaucoup de ce magnifique témoignage. En fait, c'est super intéressant parce que clairement, c'est pas du tout, on va dire, cette manière-là qu'on apprend à l'école. On en parle vraiment, ce mindset-là, cette espèce de, j'appelle ça la thérapie de l'abondance, et cette éducation à attendre la retraite pour investir ou pour voilà, c'est vraiment important, et c'est grâce en s'entourant de personnes comme toi au sein de Mastermind, en échangeant le plus possible, que en fait tu as réalisé au cours des dernières années que c'était possible, tout simplement, de créer ton patrimoine et de le mettre au travail, au service de ta vie, au service de ton temps.
C'est exactement ça en fait. Je ne pensais pas sincèrement, si on m'avait dit il y a quelques années, mais Audrey, tu vas quitter ton emploi parce que j'ai un emploi d'assimilé fonctionnaire. Donc je travaillais dans une administration. Donc je sais pas, vous doutez bien que mes parents, toute ma famille m'ont dit, enfin entre guillemets, travaille bien à l'école, comme ça tu vas rentrer, tu vas être limite, tu seras sécurisé par ton CDI. Et en fait, c'est vraiment des bêtises. Et je préfère vraiment me constituer un patrimoine à côté et surtout vivre de mes revenus locatifs. Alors évidemment, il y a toujours des peurs. On a toujours les peurs que vous avez. Ça va être oui, les locataires ne payent pas, ils dégradent tout ça. Mais en fait, dans la vraie vie, eh bien, ça n'arrive que très rarement si on sait gérer. C'est bien. En fait, j'aime beaucoup dire que un bien égale une entreprise. Un bien égale une entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense comme ça, on pense qu'un bien égale un business, eh bien, par exemple, ce qui nous serait, par exemple, porté par le cœur, si on veut, par exemple, voilà, mettre quelqu'un de notre famille, tout ça, eh bien, on se dit, ouais, mais là, pour le coup, j'ai quand même des crédits, donc je suis obligée de prendre, entre guillemets, quelqu'un de solvable qui va me payer. Donc, en fait, les décisions sont différentes. Non pas qu'on n'a pas de cœur, mais ça permet de faire autre chose. Par exemple, dans le cas de la famille, eh bien, le fait d'avoir de l'argent, ben, ça permet de les aider autrement. C'est juste ça, en fait. Donc, après, c'est juste une question d'avoir le choix. Là, pour moi, l'investissement immobilier, ça fait peur, je suis d'accord, mais en même temps, c'est ce qui permet après plus tard d'avoir le choix de ne plus être tributaire d'un patron, le choix de ne plus être obligé vraiment de faire des sourires de façade à ses collègues, etc., etc. En fait, pour moi, c'est ça. Le choix, en fait, c'est juste histoire de rééquilibrer un petit peu les choses. Et au-delà de ça, juste, je voulais rajouter, donc je suis une femme, au cas où ça ne s'entend pas. Et en fait, souvent, alors c'est pas une question d'être féministe ou pas du tout, c'est que souvent les femmes sont moins bien payées à travail égal que les hommes, ce qui est vrai. Elles ont à peu près entre 25 et 30% de moins à travail égal en termes de salaire. Donc moi, personnellement, je trouve ça inadmissible vu que le travail est identique. Par contre, l'immobilier, pour moi, me permet de rééquilibrer un petit peu cette injustice. C'est-à-dire que qu'on soit petit, grand, gros, moche, une femme, un homme, un vieux, n'importe qui, si on vous doit un loyer de 500 €, à la fin, eh bien, vous aurez 500 €. En fait, pour moi, ça rééquilibre un petit peu cette injustice. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ouais, c'est vraiment une question de mindset. Après, bon, c'est vrai que la question de la relation au travail, non seulement dans sa vie personnelle, dans son projet personnel, mais surtout en question de remise en question homme ou femme, et un sujet également très important, et tu fais vraiment bien de le relever. Encore une fois, moi je pense vraiment à cette thérapie de l'abondance et de construire son projet de vie. L'immobilier, l'argent, les revenus, etc., ça reste vraiment le support, un moyen en soi que vous voulez mettre au service de votre vie, et c'est tout à fait ta démarche. Aujourd'hui, on considère donc l'argent comme une énergie au service donc de ton temps, au service de ton projet de vie, au service de compenser un certain nombre de frustrations peut-être que tu as eues dans ta vie professionnelle précédente. Je te le cache pas, hein, les personnes qui connaissent mon histoire connaissent que j'ai eu une histoire un petit peu particulière également les 10 premières années de ma vie. Ceci dit, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport peut-être à ton épargne? Et là, on attaque vraiment le deuxième pilier de ce podcast. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ton épargne, au-delà, et ça on en parlera juste après, vraiment de ces revenus, du récurrent, de la force de ce revenu récurrent en dehors de ta simple fiche de paye? Alors, je me rendais pas compte en fait entre guillemets de la puissance de l'argent. Donc toi tu dis que c'est une énergie, ce qui est vrai. Après l'argent ne fait pas tout, mais franchement il permet à mon sens d'acheter du temps. C'est ce qui est pour moi la ressource la plus précieuse. Avec la santé bien sûr, c'est vraiment la ressource la plus précieuse. C'est-à-dire que entre guillemets que je passe 8 heures au travail ou 8 heures derrière mon ordinateur et que mes biens rapportent pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. En termes d'épargne, l'épargne pour moi a vraiment
c'est vraiment pour moi un poids très important, un outil de négociation extrêmement important lorsqu'on va voir un banquier pour pouvoir lui demander un nouveau crédit. Alors, c'est-à-dire que vous avez certainement entendu l'adage qui disait on ne prête qu'aux riches. Quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va faire de plus en plus de cadeaux à des gens qui sont, on va faire plus de cadeaux à des gens qui sont riches. Vous le voyez en fait, par exemple, aux personnes qui payent des agios, eh bien, le banquier, ce sera jamais leur meilleur ami, parce qu'en fait, à chaque fois, il va leur mettre la pression, et il va les embêter, et les banques se payent sur des gens qui payent des agios, donc qui ont une mauvaise gestion. Par contre, les gens qui sont riches, eh bien, eux vont être un petit peu chouchoutés. Je vais vous donner une anecdote en fait. Volontairement, il y a quelque temps, j'avais amené en fait 2 boîtes de chocolat, j'ai 2 banques, bref, le Crédit Agricole et la Caisse d'Épargne, et j'avais amené en fait juste comme ça 2 boîtes de chocolat à chacun de mes conseillers, comme ça, sans rien demander. Et après, du coup, le directeur de la banque du Crédit Agricole, à chaque fois qu'il me voit, il sort de son rendez-vous pour venir me saluer et pratiquement tout le temps, il m'offre un café. Comme ça, juste parce que je viens déposer un chèque ou tout ça. Ça, c'est une excellente relation avec votre banquier. C'est-à-dire que si vous avez, entre guillemets, votre banquier dans la poche, eh bien, c'est bon. À partir du moment où vous avez un discours cohérent et que vous avez possiblement une épargne à mettre en avant, j'ai pas dit à mettre dans les biens, mais à mettre en avant, la personne que vous avez en face voit que vous savez bien gérer votre argent. Donc, elle va vous prêter encore et encore plus d'argent, mais pour aller encore plus loin dans vos projets. Alors bien sûr, il y aura toujours une limite de cette capacité, mais malgré tout, c'est vraiment un outil extrêmement puissant de négociation. Et puis vous, ça va vous permettre en fait d'avoir plus d'assurance. C'est-à-dire que vous dites écoutez, voyez, j'ai sur mon compte, voici un screenshot, j'ai 40 000 euros d'épargne, voilà, mais par contre, je ne souhaite pas y toucher. La relation avec votre banquier sera différente. Il va vous accorder beaucoup plus de choses. C'est super important ce que tu dis, parce que grosso modo, quand tu considères justement l'argent comme un moyen, tu vas aller chercher derrière, et dans un deuxième temps, ce que tu mettais bien en avant, des effets de levier. Ceci dit, est-ce que par exemple, il y a quelques années, mettons avant que tu deviennes investisseur, il y a plus de 15 ans du coup, tu épargnais une somme différente de celle d'aujourd'hui, ou est-ce que tu épargnais à peu près le même montant finalement, en termes de flux financiers purs? On peut parler de 50, 100, 200 pour cette personne, 500 euros par mois. Est-ce que tu as vu, en devenant investisseur, un rapport différent à ta gestion de ton épargne régulière, je parle cette fois? Alors oui, tout à fait. Alors j'ai eu de la chance sur ce point-là, c'est que mes parents ont toujours vécu chichement et ils m'ont toujours appris à épargner. Ça, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement récurrent. Je me souviens, je sais pas, après, ça va être un petit peu pour les plus anciens, il y avait le livret rouge de la caisse d'épargne, et à chaque fois que j'avais des francs ou une pièce, ma maman l'emmenait à la caisse d'épargne et je voyais une petite ligne avec des étoiles, et à chaque fois, moi, j'étais contente parce qu'il y avait de plus en plus de lignes. Et ma maman me disait que plus tard, ça me serait utile. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un jour, elle m'a posé la question, elle me dit, est-ce que tu veux 5 francs ou est-ce que tu veux des bonbons? Alors j'ai dit, ok, est-ce que je pourrais pas avoir des bonbons pour la moitié, pour 2,50 €? Comme ça me permettait et de mettre 2,50 € en épargne et d'avoir des bonbons pour 2,50 €. Pourquoi choisir? Et en fait, à chaque fois que j'ai travaillé, j'ai toujours épargné un pourcentage de mon salaire tout le temps. Au départ, c'était 10%. Ah, tu as quand même commencé à 10% d'épargne. Tout le temps. Je me suis tout le temps auto prélevé de 10%. Tout le temps. D'accord. Alors parfois c'était pas évident sur des petits CDD, des choses comme ça. Puis après ça dépendait si j'habitais chez mes parents ou pas. Forcément je pouvais mettre beaucoup plus. Et puis moi j'ai une méthode en fait pour gagner de l'argent qui est un petit peu plus particulière, c'est les jeux radio. Ça c'est vraiment autre chose. Ça m'a permis d'économiser vraiment beaucoup sur mon salaire. Je vais vous prendre un exemple, c'est juste très rapidement. Par exemple je gagnais, j'en sais rien moi, une télé, un jeu radio. En fait, par les jeux radio, tu gagnais des objets et tu les revendais, c'est ça? C'est ça, avec une décote facilement de 30%. Et bien ça me permettait de vivre. Donc forcément, mon salaire ou les revenus que j'ai gagnés, je pouvais pratiquement l'épargner en totalité. Donc ça, c'est vraiment...
très important. Tu as toujours été une bonne épargnante. Je parle justement de tous les supports bancaires dont tu viens de parler dans dans la présentation, on va dire, de ma première formation Épargne Pro, qui est destinée dans un premier temps à prendre conscience de ce que vaut réellement 10-15% d'épargne de tes revenus sur le moyen terme et le long terme. D'accord? Et c'est assez important et en même temps c'est assez indolore finalement. Parce que dès qu'on gagne en France un petit peu, on va dire des montants de salaire de l'ordre du SMIC, voire plusieurs fois le SMIC, finalement épargner 5 à 10% de son salaire, on le sent pas forcément passer si on organise ça bien sur ses comptes bancaires. Après, dans un deuxième temps, est-ce que tu as déjà entendu parler, Audrey, et c'est vraiment le sujet de ma formation Épargne Pro, des intérêts composés et des supports qui permettent d'accéder à ces intérêts composés? Parce que là tu parles vraiment que d'épargne bancaire toi en termes d'épargne. Alors oui, j'ai déjà entendu parler des intérêts composés. Par contre, en termes de support, tout ce qui est assurance vie, tout ça, sincèrement, ça me fait un petit peu peur. Je ne connais pas trop. D'accord. Je ne connais pas du tout même. Donc c'est la raison pour laquelle en fait tu existes. Les gestionnaires, mais les gestionnaires en patrimoine existent aussi. C'est vraiment pour nous conseiller en fonction de nos objectifs, de notre âge, de ce qu'on a maintenant, de notre vie de famille, etc., pour nous emmener au mieux vers nos futurs objectifs. Les intérêts composés, j'ai vu l'autre jour un film qui est très rigolo, c'était Ah si j'étais riche, et ça c'est trop drôle. À un moment il y a un monsieur qui dit mais quand on est riche ça ne s'arrête jamais. En fait, parce qu'il avait dépensé énormément d'argent et il devenait encore de plus en plus riche. Et le banquier lui dit mais pas d'inquiétude, quand vous êtes pauvre non plus. En fait, ils ont rigolé, mais c'est exactement ça. Les intérêts composés, c'est un truc de fou. Il y a énormément d'études. C'est quelqu'un qui habitait en France, en Europe, excuse-moi de te couper, mais ou aux États-Unis. C'est quelqu'un, on va dire, qui C'était un film. D'accord. C'était un film qui s'appelle Ah si j'étais riche. Et en fait, il est très très drôle ce film. Il est vraiment, très bien par rapport à l'argent, etc., etc. Et surtout au fait que ça puisse aussi tourner la tête. Mais c'est très intéressant. Il y a aussi une personne qui avait parlé des intérêts composés, c'est Max Piccinini, qui avait fait une formation spécifique sur les intérêts composés. C'était fascinant en fait. Ou un podcast, je me rappelle plus, j'avais trouvé ça extrêmement fascinant. Et par rapport à ces calculs, c'est génial. Donc toi, si t'en parles, je vous invite vraiment à suivre. Bah écoute, c'est le sujet de ma première formation. Merci beaucoup, Audrey. Donc ce qui se passe, c'est étape numéro 1, ça fait partie ou pas de l'éducation qu'on reçoit, mais en tout cas, c'est vraiment super important de prendre conscience de l'intérêt d'épargner tous les mois. Robert Kiyosaki dirait se payer en premier, et en même temps, ce même Robert Kiyosaki, dit lui-même que les épargnants, entre guillemets, sont des losers. Parce que eux, ceux qui épargnent uniquement sur des supports financiers, sur des supports bancaires, ils se font, entre guillemets, arnaquer par les banques centrales. Alors si vous êtes aux États-Unis, ce sera en dollars par la banque centrale, la Fed. Tu sais, la Federal Reserve américaine. Et nous, en Europe, des personnes qui ont que des livrets, malheureusement, à long terme, à cause du phénomène de l'inflation, et là, en ce moment, la machine à billets, elle tourne vraiment, vraiment fort. Ça a tendance d'ailleurs à faire surchauffer un peu les marchés boursiers. On atteint des valeurs boursières records, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, sur toutes les valeurs. Et justement, parce que la planche à billets, on s'en rend pas forcément compte parce que les taux sont bas, on peut acheter de l'argent pas cher, mais également, votre argent, il perd de la valeur tous les mois, tous les ans. Et la deuxième chose que je pourrais rajouter là-dessus, c'est tout simplement qu'en fait, il n'y a pas un système bancaire, Audrey. Aujourd'hui, je vais dire qu'il y en a 3. Il y a le système bancaire, donc là je parle vraiment de structurer ton épargne, hein. C'est le but en fait de la formation Épargne Pro. Bien sûr, tu viens de parler précisément de tes banques de dépôt. Tu sais, celles qui te prêtent l'argent pour acheter tes biens immobiliers. C'est les banques de dépôt, elles te vendent des cartes bancaires, elles te vendent des assurances, elles te vendent toutes sortes de choses. Il y a les banques de placement pur. Moi, en tant que conseiller privé, que consultant privé, je travaille dans une banque de placement. Je travaille autant pour moi, en partenariat avec une banque de placement qui est centralisée à Paris, mais qui a toujours fait que du placement, dans laquelle tu ne peux pas ouvrir de livret. Tu ne peux pas ouvrir de compte bancaire. En effet, on travaille sur l'épargne patrimoniale. Et tu peux y rentrer aujourd'hui à partir, on va dire, de 150 € par mois d'épargne, et des seuils, grâce à la numérisation, en fait, ont été rabaissés énormément. Je te donne des exemples, des contrats d'assurance vie qui étaient
on va dire, limité à des personnes qui pouvaient rentrer il y a quelques années avec 300 000 euros, eh ben, aujourd'hui, tu peux rentrer sur des comptes, sur ces mêmes contrats-là avec les mêmes conditions à 30 000 euros. Tu vois, en fait, c'est-à-dire que la banque de placement, je parlerai dans un prochain podcast dédié à la formation peut-être Épargne Pro. Si ça vous intéresse, mettez des commentaires. Mais les banques de placement privées, on appelle ça des banques privées, aujourd'hui ont vraiment rabaissé leur seuil. Et moi, c'est génial parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients en France. Je vais m'installer dans une île en Nouvelle-Calédonie, tout ça. Je peux toujours gérer les comptes de mes clients, mais à distance, grâce à la numérisation. Et tu t'aperçois, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la formation Épargne Pro, qu'il y a un monde bancaire hybride qui s'installe entre ces deux piliers, les banques de dépôt, qui sont là pour te fournir des moyens de paiement, et les banques privées. Et ce monde bancaire hybride, c'est tout simplement les banques en ligne. Est-ce que tu utilises aujourd'hui, toi, Audrey, des banques en ligne ? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai 3 banques. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des 2 premières, Crédit Agricole et Caisse d'Épargne. Et effectivement, j'utilise aussi ING. Ça, c'est simplement pour minimiser les frais. D'accord. Voilà. Comme tous les bons entrepreneurs, tu fais des petites ou des grosses économies. C'est ça. Et puis surtout, j'avais une carte qui, en fait, vu que je me déplace aussi à l'étranger, eh bien, j'ai une carte qui me permet en fait de faire des retraits, de vivre en fait entre guillemets à l'étranger pour moins cher en fait. Voilà, donc c'est un petit peu moins cher. C'est vraiment super intéressant parce que là tu es en train de parler une épargne spécifique et la partie de ton épargne dont tu parles, c'est on va dire le budget loisir ou le budget business qui est sur un compte bancaire avec un moyen de paiement dédié. Et là on voit que tu as vraiment des comptes bancaires qui sont structurés. Tu as les comptes bancaires de tes investissements immobiliers qui sont pas mélangés avec les comptes bancaires de ton épargne, qui sont pas mélangés avec ta carte bancaire que tu prends par exemple quand tu voyages à l'étranger. C'est ça, tout à fait. Ouais, non, mais puis volontairement, en fait, je trouve que le fait d'avoir plusieurs banques, c'est vraiment hyper sécurisant parce que tu vois, enfin, au-delà de ça, mes colocations aussi ont des versements spécifiques sur certains comptes. Donc, par exemple, la colocation A aura un versement sur le compte de la banque A. Après, tu vois, en fait, chaque compte bancaire chaque colocation a un compte bancaire spécifique. D'accord. Ça permet de voir en quelques secondes par rapport à la gestion, s'il manque un paiement ou s'il y a un souci et tout ça. Et idem pour les prélèvements, en fait, c'est la même chose. Les prélèvements sont pris sur les comptes bancaires spécifiques de chacune de mes colocs. Donc ça, c'est bien par rapport à ça. Par rapport à l'épargne, sincèrement, c'est pas une question c'est exactement ce que tu disais. C'est par rapport à Robert Kiyosaki, on a un petit peu le même mentor. Ce qui est intéressant, ce n'est pas combien vous gagnez. Ce qui est intéressant, c'est combien est-ce qu'il vous reste. Je connais des personnes qui gagnent. Vous allez très bien comprendre en fait. Si quelqu'un gagne, je sais pas moi, 5 000 euros par mois, qui est vraiment un salaire très important, mais qu'il en dépense 6. Forcément, le banquier ne va pas lui accorder ni de crédit ni de facilité. Si par contre vous gagnez 1 500 euros et que vous arrivez à vivre avec 1 000 euros et que vous arrivez, je sais pas, à en épargner 500, vous avez compris que c'est un peu extrême, mais vous avez compris. Là, forcément, le banquier va être un petit peu plus gentil avec vous et va vous donner un petit peu plus de facilité parce qu'il voit que vous savez gérer. C'est une question de gestion, ce n'est pas une question de combien on gagne. Et là, tu disais combien est-ce qu'il nous reste. Tu disais tout à l'heure, on va clôturer sur cette partie de l'épargne. Donc, je t'ai parlé vraiment de la distinction entre ton épargne de précaution, tes fonds de roulement et vraiment la structure de ton épargne, de ton patrimoine, de ton épargne au sens patrimoine financier. Tu parlais donc, c'est pour ça que tu utilises toi la banque en ligne, c'est pour avoir finalement des petites enveloppes réparties sur tes différents comptes bancaires qui ne communiquent pas les uns avec les autres et on appelle ça en termes de chef d'entreprise des fonds de roulement ou en termes de personnes privées une épargne de précaution. Tu vois. Et ça, c'est vraiment la base de la base. Et après, moi, je vais te donner un petit tuyau. Tu m'as parlé d'ING. J'utilise et même je compare aujourd'hui en ligne. C'est l'objet justement de la formation Épargne Pro. Trois contrats d'assurance vie dédiés, dont celui de ING. Le contrat ING/assurance vie. Je donne mes préconisations, je donne des suivis, je donne des stratégies pour pouvoir l'optimiser dans Épargne Pro. Je parle également de Boursorama. J'en ai parlé dans mes précédents podcasts. Et notamment les modes de gestion pilotés, je dis précisément ce que j'en pense et comment l'optimiser et du contrat Before Bank également.
Voilà. C'est ça en fait. J'hésitais initialement entre ING et Boursorama. Oui. Je sais que Boursorama est bien, mais c'est peut-être un peu plus pour les actions, pour les gens qui veulent investir en bourse. Enfin, je sais que c'est un petit peu plus spécifique à ça, même s'ils sont très bons. Ouais, c'est ce qu'ils vendent vraiment. Je rentrerai pas dans cette partie-là Enfin, je donnerai des stratégies, mais je vais pas rentrer dans le détail des personnes qui veulent devenir traders. C'est pas l'objet. Et on va passer à la deuxième partie de ce podcast sur cette petite conclusion. Donc bien sûr, si cela vous intéresse, mettez en commentaire ou allez visiter olivierpatrimoine.com. Allez visiter également le site d'Audrey, donc Mes Revenus Autrement, qui parle du développement de vos colocations. Et aujourd'hui, on veut en fait générer des systèmes qui fonctionnent quasiment en automatique. Est-ce que tu arrives, toi, aujourd'hui, à simplifier ton système, à simplifier tes modes de gestion, à simplifier tes investissements pour arriver presque quasiment à une gestion en automatique, et ça commence par les charges fixes. Et quand je dis charges fixes, tout le monde parle de LMNP en ce moment. Alors, je sais à peu près ce que tu vas me répondre, mais je te mets sur la voie. Tout le monde parle de LMNP, mais moi, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je donne environ 2000 euros de frais à mon comptable tous les ans, et en LMNP, j'arrive à 1000 euros parce que j'arrive à un certain nombre de biens. Donc, est-ce que c'est ta position à toi? Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus pour réduire les charges fixes? Alors, effectivement, ouais, tout à fait. Moi, je suis aussi en nom propre et en LMNP. Donc, du coup, effectivement, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment la meilleure des stratégies, entre guillemets, fiscales par rapport à mes biens qui sont loués en meublé. Pour l'instant, par contre, il est vrai que, parce qu'en fait, il y a énormément d'amortissements, etc., etc. On peut déduire encore beaucoup de travaux. Donc, je suis encore dans cette phase-là. Après, dans quelques temps, alors, il va falloir que je m'y penche dans 1 an, peut-être, ou dans 2 ans, il va falloir que je passe de l'arbitrage. Donc, il va falloir peut-être que soit que je revende l'un ou l'autre de mes biens, soit que, voilà, on va procéder à vraiment un arbitrage important. À savoir qu'aujourd'hui, tu investis vraiment en nom propre sous le statut du LMNP, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as pas un petit peu commencé à un moment sans vraiment avoir d'expert comptable? Oh là là, si, complètement. J'ai un expert comptable que depuis 2 ans. Et tu fais de la colocation depuis 15 ans. Depuis 10 ans, ouais, effectivement. D'accord. Donc oui, j'ai fait énormément d'erreurs. Initialement, je louais en nu, alors c'est pour vous dire. Donc voilà, donc je payais beaucoup d'impôts. Et après, au fur et à mesure, à force de me former, j'ai découvert qu'on pouvait et gagner de l'argent et ne pas payer d'impôts. J'ai dit non, il y a un truc là. Et en fait, effectivement, eh bien voilà. Et le cabinet comptable, justement, qui s'occupe de la gestion de trésorerie, d'aller chercher tous les loyers sur les différents comptes bancaires, etc., d'amortir les intérêts d'emprunt, d'amortir les biens, c'est un cabinet en ligne ou c'est un cabinet que tu as trouvé dans ta région classique, on va dire, à l'ancienne? Alors, on m'avait donné des coordonnées d'un cabinet en ligne. Oui. Mon collègue, qui est aussi entrepreneur, utilise ce cabinet-là. Ouais. Par contre, moi, j'ai voulu prendre, entre guillemets, un vrai Jean. C'est-à-dire que, encore hier, j'étais au téléphone avec mon expert comptable. C'est un vrai cabinet qui est à Lyon et voilà. Donc, il y a l'expert comptable. On sait tous que c'est l'expert comptable, entre guillemets, c'est le représentant, mais que mon comptable lui-même, c'est vraiment un comptable classique. D'accord. Qui m'est attribué. Et donc, je suis avec Monsieur Piquet, bref. Et donc, voilà, j'ai plus de relations avec mon comptable qu'avec l'expert comptable. Mais toutefois, c'est l'expert comptable qui se porte garant, en fait, de tout ça. Ouais, de ta comptabilité, de toutes les liasses fiscales, voilà, pour éviter les contrôles. En fait, j'ai deux experts comptables. J'en ai un pour l'immobilier et un pour le blogging, en fait. Ouais, t'en as un pour l'immobilier et un pour ton entreprise. Bah écoute, c'est exactement mon cas également. J'ai choisi vraiment parce que c'est 2 stratégies vraiment différentes, voire opposées. T'as vraiment l'immobilier où c'est sur le long terme, où ça demande, il y a beaucoup de lignes et du patrimoine derrière. Enfin bon, bref, on s'égare pas trop, mais je voulais vraiment avoir ta position là-dessus. Moi aujourd'hui, je travaille avec un cabinet en ligne qui est basé à Toulouse, entre Toulouse et Bordeaux, qui s'appelle Ça compte pour moi. Si vous voulez plus d'informations, je pourrais en donner en dessous et je les recommande à certains de mes clients et j'utilise à titre perso. Puis après, tu as vu au séminaire Richesse et Patrimoine dont vous avez plus d'infos sur olivierpatrimoine.com, tu as vu au séminaire Richesse et Patrimoine l'intervention d'un des membres du cabinet physique que j'utilise à Nîmes. Ouais. Bon, c'est un gros cabinet comptable KPMG qui n'ont plus rien à prouver à pas grand monde.
Aujourd'hui, du coup, on va parler sur la deuxième partie. Maintenant, on a parlé un petit peu de la partie financière très, très rapidement. Si vous voulez plus d'infos, posez des commentaires, posez vos questions en dessous de ce podcast. Automatisation. Est-ce que toi, aujourd'hui, à partir de quelle année, à partir de quel moment tu arrives à pouvoir déléguer ton travail sans perdre forcément toute ta rentabilité? Est-ce que tu arrives à jauger? Quel conseil t'auras donné à quelqu'un qui veut se lancer justement dans la colocation? Parce que c'est le sujet de ce podcast. Alors, l'automatisation, j'automatise tout ce qui peut être automatisé. Alors, je pars du principe où, à partir du moment où on fait 2 fois une même tâche, il faut trouver un moyen pour pouvoir l'automatiser. Il n'y a qu'une seule chose que je me force à ne pas automatiser, c'est, pour ma part, c'est parce que je le veux, c'est l'accueil des locataires. Ah, ça, c'est vraiment très... quelque chose. Donc, pas d'agence immobilière, pas d'agence de gestion pour gérer tes colocs, concrètement. Non, et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'agences qui m'ont appelé pour avoir des conseils en gestion. Et j'ai dit non, mais je peux pas payer des gens pour que ce soit moi qui leur donne des conseils. Enfin, non, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc je me suis dit ok, parce que comme je l'ai dit, ça fait 10 ans que j'en fais. Du coup, c'est vrai que j'ai acquis vraiment des expériences très spécifiques en termes de baux, etc., et qui font que voilà, les agences, certaines agences m'appellent régulièrement pour que je leur donne des conseils au niveau des gestions et tout ça. Ouais, c'est donc super important. Okay. Il faut bien comprendre qu'on en a parlé au séminaire Richesse et Patrimoine. Abonnez-vous à la newsletter olivierpatrimoine.com, donc sur le site pour recevoir plus d'informations sur la coloc. Mais moi, lorsque je t'ai rencontré, j'avais tout simplement un problème, par exemple, de bail. Je savais pas comment j'allais rédiger mon bail et c'est le point le plus bloquant. Rédiger un bail collectif pour une agence immobilière, en gros, ils savent pas faire. Ils savent pas faire. Et donc en fait, aujourd'hui en colocation, à part peut-être dans certaines très très grandes villes, si vous avez des appartes de luxe, des endroits extraordinaires avec des agences très spécialisées, c'est une petite niche. Mais aujourd'hui, moi, dans toutes les villes dans lesquelles je travaille à titre perso, j'ai du mal à trouver des agences locales qui sont à la fois pertinentes, à la fois dispo et à la fois en place. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une agence immobilière, elle va gagner son beurre, non pas sur le meublé, mais sur le non meublé, et dans son portefeuille de gestion, il va y avoir 95% de lots non meublés. Et au sein des lots meublés, en gros, ça va être le turnover, des petits studios, des choses comme ça. Et eux, ils vont pas faire des beaux sur mesure. Et c'est l'essentiel de ta plus-value. Moi, lorsque j'ai découvert ton bail, j'ai dit waouh. Ok, je vais faire ça. Et ça tourne depuis. Ça fait mon 6e ou 7e locataire que je fais rentrer avec ton bail, avec le bail justement que j'ai découvert en 2016 dans ta formation. Et c'est une énorme plus-value. Ça cadre tous les aspects et c'est vraiment super. Donc l'automatisation de la colocation, c'est quand même très 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 dépendant de l'agence que vous allez trouver dans votre ville et surtout de votre niveau de compétences personnelles et de votre niveau d'implication, sachant que l'essentiel du travail, il est entre juillet et août, je pense. Non, justement. Alors je vais donner une astuce en fait aux personnes qui nous écoutent. Donc comme j'ai dit, à partir du moment où je fais 2 fois la même tâche, ça veut dire qu'elle peut être automatisée. Alors après, on regarde effectivement si ça vaut le coup ou pas en termes de taux horaire. Ce que je fais beaucoup en fait, c'est que dans chacune de mes colocations a un public différent. Et c'est pour ça que je reviendrai sur ce que tu m'as dit sur juillet et août. Mais également, dans chacune de mes colocations, j'ai un Big Brother, j'ai un œil de Moscou dans chacune de mes colocs. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai responsabilisé l'un ou l'une de mes colocataires et je lui ai dit et que je lui ai demandé si ça lui plairait en fait d'être entre guillemets le responsable, le chef de la coloc. Et cette personne-là en fait c'est quelqu'un en qui je donne j'ai confiance bien sûr, mais après voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais en l'occurrence c'est quelqu'un qui va me rapporter s'il y a des soucis. Donc c'est-à-dire que je dis n'importe quoi, s'il y a j'en sais rien moi, une ampoule à changer, tout ça, donc c'est cette personne-là qui se chargera de changer l'ampoule et tout ça. Et moi, je lui donne un budget, entre guillemets, de 200 €. C'est-à-dire qu'en dessous de 200 €, elle m'envoie simplement la facture et je lui règle. Au-dessus de 200 €, eh bien, je fais faire des devis. Mais ce sera elle qui va être la personne référente en cas de problème et tout ça. Et ça, mais c'est un truc de fou et ça me permet vraiment, de compter sur les gens. Je vais prendre un exemple. Lorsque l'année dernière, je suis partie en juillet et en août en vacances, effectivement, il y avait des locataires qui devaient rentrer. Alors moi, j'avais tout préparé
la chambre et tout ça, eh bien j'ai demandé à ce Big Brother, en l'occurrence c'était un garçon, eh bien de faire rentrer la personne. Et ensuite, par la suite, je suis venue une ou deux semaines après pour voir avec elle, etc. Je lui avais fait signer le bail en amont avec sur internet, donc il existe des sites tels que YouSign, etc. qui font de la signature à distance, et je lui ai fait faire l'état des lieux, sans souci, je l'avais fait déjà avant. Et voilà, tout ce qui est automatisé doit être automatisable. Idem, lorsque les personnes partent, eh bien, je leur envoie un papier comme quoi, eh bien, il faut qu'elles checkent tous les objets qui étaient présents dans la chambre et tous les objets qui sont dans les communs. Par exemple, je sais pas, s'il y avait une parure de drap, hop, on check. Comme ça, en fait, ça leur permet, et ça me permet aussi à moi, de gagner énormément de temps lorsque je viens pour faire la reprise des clés, en fait. Ça, c'est énorme. Tu arrives à faire donc signer les baux par Internet, donc à distance. Et légalement, et ensuite tu arrives à gérer le départ d'un colocataire finalement, entre guillemets, sans te déplacer. Mais finalement, qu'est-ce que cette personne, ce taille de Moscou, ce Big Brother de sa coloc, a à y gagner, à part peut-être un peu on va dire, de se sentir valorisé au sein de cette coloc? Alors déjà, je pars du principe où quand on valorise les gens, eh bien, alors il n'y a pas que l'argent, je suis d'accord, mais quand on valorise les gens, en fait, ils vont te donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu leur fais confiance, ils vont dire ah ouais, je suis quand même le responsable de la coloc. Donc en fait, ils sont investis d'un pouvoir. Au-delà de ça, mon Big Brother ou mes Big Brothers, eh bien parfois, eh bien je leur offre des choses. Par exemple, je vais leur offrir des places de concert. Ah donc tu fais des cadeaux. Parfois, je fais des cadeaux où, par exemple, à mon Big Brother, je vais lui offrir une boîte de chocolat qui sera plus grosse que celle des autres. Alors, bien sûr, j'y vais doucement, mais vous avez compris, je fais exprès que les personnes ne le voient pas. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Et puis moi, ça me permet vraiment d'être sereine et en fait d'enlever entre guillemets cette colocation de ma tête, en fait, tout simplement. J'ai une question. Pouvoir me consacrer à autre chose. Je me suis fait avoir dès le départ, donc à l'époque, juste avant qu'on se rencontre, à ma première coloc, donc c'était en 2014. Ouais. C'était une coloc à Marseille et j'ai mis sur le bail toute charge comprise, y compris l'électricité. Qui règle l'électricité dans tes colocs? Alors, eh bien, comme je disais, en fait, dans chacune de mes colocs, j'ai des publics différents. En fait, c'est-à-dire que en juillet, en août, je peux être tranquille parce que j'aurai limite qu'un seul locataire qui va rentrer ou partir, voire deux. Vu que tous les profils sont différents, ça ne s'adresse pas qu'aux étudiants. Alors, pour ma part, en ce qui concerne les charges, eh bien, je vais regarder par rapport à la durée. C'est-à-dire que si les personnes qui veulent rentrer dans mes colocs ont des durées en fonction de leur profil courtes, eh bien, c'est moi qui vais prendre en charge les charges. C'est moi qui vais prendre à mon compte les charges. Si par contre, elles ont des durées longues, eh bien, je vais leur demander de se créer un compte. Donc, il existe des comptes spéciaux pour les colocataires et de verser quelque chose dessus et toutes les charges seront prises sur ce compte-là. Et par hasard, est-ce que c'est ta banque perso qui récupère les comptes bancaires des colocataires ? Alors, il y a effectivement une banque qui fait ce type de contrat pour les colocataires. C'est la caisse d'épargne qui le fait, mais je pense qu'à peu près tout le monde le fait. Toutes les banques le font, mais là c'est spécifique au niveau des assurances, au niveau de la responsabilité surtout des comptes, etc., etc. Donc tous les gens, je dis n'importe quoi, versent, j'en sais rien moi, 100 € par mois sur ce compte bancaire là, et tout, l'eau, Internet, enfin pas Internet, l'eau, l'électricité, tout ça est pris sur ce compte-là. Et ça peut être aussi pris en compte pour les courses, etc., etc. C'est un pot commun en fait qu'ils utilisent pour tout ce qui est charge, etc., etc. Ouais, c'est vraiment énorme. J'ai rien à voir. Et ouais, rien à voir du tout là-dessus. Aujourd'hui, quand même, d'un point de vue électricité, donc tu arrives à ne pas avoir tous les compteurs d'électricité de tes appartements à ton nom, j'imagine. Du coup, dans cette logique-là. Alors, pas tous, comme j'ai dit, ça dépend vraiment de la durée. C'est vrai que quand je prends les électricités et tout ça à mon nom, eh bien, j'applique un forfait de charge. On est d'accord, je ne peux pas régulariser. Toutefois, je profite en fait toujours des offres. C'est-à-dire que par exemple, là, j'ai pris, je sais plus, c'est pas EDF. C'est Total Spring. Tu vois, quand je fais des contrats spécifiques, eh bien, je prends des fournisseurs d'électricité qui sont
qui sont un petit peu moins chères pour la même électricité. Et en plus, c'est de l'électricité verte, ce qui me tient beaucoup à cœur. Également, idem pour Internet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par contre, je leur offre Internet, mais Internet, soit je ne le paye pas, soit je le paye, super maximum 10 euros par mois. Donc, en fait, les restants, si par exemple Internet coûte à peu près 30 euros, une box Internet coûte à peu près 30 euros. Et moi, si je la paye 10 euros par mois, eh bien, il me reste un delta à peu près de 20 euros. Eh bien, avec ces 20 euros-là, eh bien, je peux faire des upsells. C'est-à-dire que je peux leur proposer de leur faire venir une femme de ménage qui va nettoyer les communs. Alors, les communs ne veut pas dire qu'elle va nettoyer la vaisselle qui est dans l'évier. Pas du tout. Donc, elle va nettoyer les communs. Et si Pierre-Paul Jacques, par exemple, qui habite dans mes colocs, veulent que la femme de ménage fasse leur chambre, eh bien, ce sera 10 euros de plus, par exemple. Ouais, tu parles vraiment de construire vraiment des colocations là sur le long terme et sur la durée et d'ancrer des relations de confiance, mais vraiment sur la durée. Aussi, et ça me permet vraiment d'avoir des upsells, c'est-à-dire que 10 euros plus 10 euros plus 10 euros, eh bien, moi, multiplié par le nombre de colocs que j'ai, ben, ça commence à faire sacrément important. Est-ce que toi... Et en plus, si j'offre une femme de ménage, entre guillemets, la venue d'une femme de ménage, eh bien ça, en plus, je peux le facturer plus cher. Ouais. Donc, il faut vraiment apporter de la valeur. Bon, là, on va parler d'immobilier de haut rendement. On a fini la partie un petit peu automatisation. On a bien compris que ça a ses limites dans tout. Je parle même pas des travaux. Alors là, si vous trouvez quelqu'un qui vous livre des colocations clés en main, bref. On n'en parle pas. On parle d'immobilier donc de haut rendement, on parle de mettre les mains dans le cambouis, on parle d'acheter des biens, de faire des bonnes affaires à l'achat, de retrousser ses manches, de faire des gros travaux. Le but, c'est clairement de générer des gros revenus et du gros potentiel immobilier. Donc maintenant, pour quelqu'un qui veut se professionnaliser, aujourd'hui, est-ce que tu vois possible d'investir dans plusieurs villes à la fois, sachant que là, tu m'as dit que tu entretenais vraiment des relations de proximité, mais immédiates, jusqu'à créer les comptes bancaires de tes locataires. Ah non, je sais pas créer. Je leur mets aussi un mode d'emploi de comment fonctionne la coloc aussi. D'accord. Ça, c'est un petit peu comme à l'hôtel, mais en mieux, parce qu'ils sont vraiment chez eux et puis ils ont un espace beaucoup plus grand pour vivre. Mais c'est ça. Alors, comment faire dans les villes qui ne sont pas celles dans lesquelles j'investis et qui ne sont pas situées spécialement à proximité? Eh bien, c'est la même chose. Alors, l'un de mes buts, en fait, c'est dans quelques années, normalement fin d'année prochaine, eh bien, j'espère ouvrir la première agence spéciale physique de colocation. Ça, c'est vraiment. T'es en train de me dire pour gérer tout de A à Z. Gérer, mais pas que pour moi. C'est-à-dire que je vais le faire pour des gens. C'est-à-dire que justement, je vais former une équipe, c'est déjà en cours, les noms de domaines sont déjà réservés, etc. Donc là, je suis en train aussi un petit peu de regarder quelles seraient les équipes qui pourraient travailler avec moi. Eh bien, comme tu l'as dit, l'importance du réseau et tout ça. Tout simplement, je vais créer des agences qui vont être spécifiques dans la colocation, qui vont tout faire de A à Z, clé en main. Vraiment, c'est vraiment ce que je veux, et pour que les gens, eh bien, aient quelque part une rentabilité, mais aussi qu'elles puissent, les personnes, eh bien, se constituer un patrimoine qui est extrêmement important pour moi, pour eux, pour leur avenir, pour leur retraite. J'en sais rien, mais quand on ne sait pas faire, eh bien, on s'adresse au bon. Il y avait Warren Buffett qui disait si vous n'y connaissez rien au diamant, connaissez le bijoutier. Point. C'est exactement ça. Ça veut dire que si les gens veulent investir mais qui n'ont pas de temps pour chercher les biens, tout ça, eh bien normalement, eh bien je pourrais répondre à leurs attentes et surtout leur apporter un rendement important. Et après il y aura une gestion, tout ça. Donc l'automatisation pour moi est extrêmement importante. Par rapport aux villes dans lesquelles investir, maintenant j'ai un mode d'emploi, en fait. J'ai A, B, C. Je vais directement à l'essentiel et je sais, quelle que soit la ville dans laquelle j'investis, eh bien qu'il y aura certes des déplacements qui seront malgré tout obligatoires, mais pour le coup, j'ai des moyens de surveiller un petit peu ce qui se fait. Voilà. Je sais pas si ça répond. Donc aujourd'hui, clairement, pour toi, dans une ville de 10 000 habitants, par exemple, avec un solde migratoire négatif, il y a moyen de faire de la colocation, d'acheter des immeubles à 20, 30, 40 000 euros et de trouver des locataires. Alors, en fait, mon étude de marché commence toujours comme ça. Je trouve les locataires
potentiel avant de trouver le bien. D'accord. C'est-à-dire c'est ta méthode à toi, celle-là. Ouais, je ne peux pas me tromper. C'est-à-dire que si, je prends toujours cet exemple-là, si j'habite dans une station balnéaire, mais que je veux louer à des étudiants et que la population qui peuple cette station, cette ville, est composée de seniors de 60 à 70 ans, mes étudiants, ça va pas marcher. Donc, si la personne dit, ah bah j'ai négocié un 12e sans ascenseur, mais un truc de fou, ça m'a coûté 50 000 euros au lieu de 120 000 euros. Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, si t'as pas de clients, ton truc il sert à rien. Si par contre tu prends, j'en sais rien, un rez-de-chaussée ou un premier étage et que tu l'optimises, eh bien pour accueillir des gens qui sont seniors avec des grandes pièces, etc., si tu t'adaptes à ta cible, là tu vas cartonner, là tu auras des gens. Donc toi tu sentirais, tu veux faire. Tu te sentirais capable de faire quasiment un établissement pour personnes âgées ou personnes handicapées, on va dire, en colocation. Ah, tout à fait. En fait, j'ai certains de mes élèves, dont un qui s'appelle Pascal, qui a acheté plusieurs immeubles qu'on a travaillé ensemble, et à chacun des étages, il a des profils différents. Et on avait en amont déjà vérifié les profils. Ouais, c'est vraiment énorme la partie étude de marché. J'ai une dernière question concernant avant de rentrer dans le vif du sujet sur les travaux, etc. Mais aujourd'hui, comment tu gères la partie aide sociale? Alors je sais que c'est une très très grosse plus-value de ta positionnement, de ton par rapport à ton histoire, mais moi aujourd'hui je sais qu'en tant que propriétaire, lorsque j'ai on va dire un colocataire qui me demande de faire les dossiers CAF, tout ça, c'est non seulement c'est pas ma tasse de thé, mais ensuite ça fait beaucoup d'échanges de papier quand tu dois gérer. Moi je suis à Montpellier, des fois je suis à Béziers, je gère des colocs à Marseille. Quand tu dois gérer ce type d'échange là où la CAF elle a pas forcément une réactivité exemplaire, et toi-même tu dois soutenir ton locataire, donc tu dois les fournir tous les dossiers, tous les papiers. Est-ce qu'il y a un moyen, il n'y a pas encore de signature électronique, à ma connaissance en tout cas, comment tu peux gérer ça à distance, optimiser ton temps ou déléguer? Quel est ta positionnement par rapport aux aides sociales ou au logement? Moi, tu sais que par rapport à la CAF, j'ai une très bonne connaissance dans ce sujet-là, donc c'est vraiment quelque chose que je maîtrise du bout des doigts. Clairement, en fait, je vais te dire, ça va être assez simple. Pour la CAF, je vais te donner 2 conseils. Et toi, tu n'as qu'un seul papier à compléter. En tant que propriétaire, tu n'en as qu'un seul. Il s'appelle l'attestation de loyer. C'est tout. Tu n'as qu'un seul papier à compléter, c'est l'attestation de loyer. Maintenant, tu peux le faire en PDF et limite, tu peux, entre guillemets, tu peux le dupliquer, entre guillemets, sur tes autres, par rapport à tes autres colocataires. D'accord? C'est ce papier sur lequel le locataire, lui, enregistre ses coordonnées. C'est un papier que tu pré-signes, on va dire, et que tu peux préformater. Tu n'as même pas à personnaliser. Alors, en fait, ça s'appelle l'attestation de loyer, donc il est téléchargeable sur le site de la CAF. Moi, j'en ai en PDF. Je les ai tous, en fait. Et ça, tu le donnes à ton locataire. En fait, maintenant, la CAF, notamment par rapport aux étudiants, ne fait plus de ce qu'on appelle de demande d'aide au logement papier. Donc, tout est informatisé. C'est-à-dire que limite, ils vont remplir leur demande d'aide au logement directement sur le site. Donc voilà. Et après, possiblement, la CAF va te demander si telle personne est bien ton locataire. Tu as 2 manières de faire. Donc soit tu envoies cette attestation de loyer que tu peux télécharger, voilà, qui est en format PDF et qui est très très simple à compléter. Et après tu l'enregistres, tu fais fichier enregistré sous, tu mets sur Yannick machin. Et après sur Gwendoline, là, tu changes simplement le nom si elle habite dans le même endroit. Tu changes simplement le nom, etc., etc. Et toi, tes coordonnées en bas sont déjà toutes mises, etc. Donc c'est un gain de temps de fou. Je pense que sincèrement, pour compléter ce papier-là, il faut, je pense à peine 10 minutes. Moi, j'avais eu affaire à l'époque à la CAF de Marseille, et ils me disaient tous que de toute façon, pour les étudiants, ça avait 4 ou 5 mois de retard en termes de paiement, et que c'était vraiment, vraiment très 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 particulier à mettre en place, tant en tant que propriétaire qu'en tant que locataire. Alors. Ouais, donc surtout, vous êtes au bon endroit si vous vous intéressez à la colocation. Vous avez compris que Audrey et son positionnement est exclusif. J'en ai moi-même bénéficié, donc pour mon patrimoine personnel.
Et à travers Olivier Patrimoine, je vous en fais bénéficier. Donc, rendez-vous bien sur olivierpatrimoine.com, inscrivez-vous à la mailing list et commentez cette vidéo, faites-la remonter, partagez-la avec le maximum de personnes, commentez ce podcast. Merci de votre écoute. On va conclure avec Audrey sur un dernier petit point. On était en train de parler des aides au logement dans la colocation. Je te laisse conclure, Audrey. Alors oui, effectivement, en fait, j'avais un point en fait qui va vous permettre de vous rassurer. C'est-à-dire que lorsque des locataires rentrent dans les lieux, parfois ils vont vous dire, vous allez comprendre. Par exemple, admettons que le loyer, j'en sais rien, soit vous demandiez 400 €. Les locataires vont vous dire, écoutez, j'ai un droit à 100 € à la CAF, donc je ne vous paye que 300 €. Alors, eh bien, moi, je dis toujours non, même si, voilà. Je dis non, vous me payez les 400 € et par contre, lorsqu'il y aura le rappel de la CAF, eh bien là, je vous ferai, effectivement, on s'arrangera et possiblement, eh bien, je ne vous ferai pas payer un mois de loyer, etc., etc. Mais j'attends toujours, en fait, je demande toujours que le loyer intégral soit payé au départ. Et après, en fonction du rappel de la CAF, donc il peut prendre 100 ans s'il veut, c'est pas grave, moi j'ai la totalité de mon loyer. Ouais, donc je n'attends pas après eux. Je me souviens à l'époque, tu m'avais donné ce conseil-là, ça m'avait permis justement sur cet appartement là où je payais déjà l'électricité de rétablir un peu la situation. Et c'est vrai que lorsque la régularisation s'est faite, en fait j'avais juste demandé à ce que la CAF paye mon locataire. Je prends en considération qu'il doit apprendre à gérer aussi ses finances et que je préfère que la CAF le paye lui. Je pense qu'on a à peu près le même positionnement là-dessus. Merci beaucoup. Pas toujours, mais bon, c'est vrai que ça permet de sécuriser. Après, c'est un petit jonglage, donc c'est pas toujours évident. Mais oui, tout à fait. Au moins, comme ça, vous n'êtes pas embêtés. Et voilà. Et on responsabilise de nouveau son locataire pour créer une relation sur le long terme. C'est vraiment l'idée. Carrément. Et même si, voilà, la CAF de Marseille met 4 mois, c'est pas grave. Vous avez vraiment vos 400 € par mois, tous les mois, pendant au moins ces 4 mois. Et après, lui, ça va lui forcer aussi à se bouger pour faire ses dossiers. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, je m'en fiche. Et s'ils sont partis sur 300, ils vont dire, ouais, débrouillez-vous avec la CAF. Alors que c'est pas notre problème. Ouais, ne prenez pas quelque chose qui ne doit pas être votre problème. Bon, on parlera donc d'immobilier haut rendement. On fera un deuxième épisode sur le haut rendement immobilier grâce à la colocation. Je souhaite vraiment diffuser ton message et ton mindset et toute ton expérience, toute ton expertise, toute ta formation là-dessus également. On verra là à la fin de l'année 2018 ce qui va sortir, mais ça promet de belles choses. Je termine cette conclusion en te posant pour conclure ce podcast une dernière chose, une petite phrase. Je te dis 2 mots: énergie et équilibre alimentaire. En quoi est-ce que cela énergie, équilibre alimentaire, est-ce que tu y es particulièrement sensible? Tu peux peut-être dériver sur le sport, dériver sur l'énergie, les relations humaines. C'est toi qui conclus avec une petite phrase inspirante ou une idée à retenir. Alors, l'énergie, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est le moteur de tout, en fait. L'énergie, je l'assimile un petit peu aussi à la motivation. C'est la motivation qui va vous donner l'énergie, c'est l'énergie qui va vous donner la motivation. Sincèrement, sans énergie, on n'a rien du tout. Donc, dans tout ce que vous faites, essayez d'y mettre un maximum d'énergie et de motivation, même si c'est pas facile, mais essayez au moins une fois par jour de faire quelque chose qui vous plaît, que vous aimez. Comme ça, en fait, vous avez l'impression bien d'avoir vécu pendant une journée, puis une autre, etc., etc. Forcez-vous aussi à sourire, parce que ça donne un message à votre cerveau, mais vraiment sourire en montrant ses dents, et vous allez voir en fait que vous allez être, c'est très bête, mais un peu plus heureux. En termes de rééquilibrage alimentaire, ce qui me vient à l'idée, c'était quand j'étais venue chez toi, eh bien, tu m'avais fait goûter la cuisine moléculaire. Tu m'avais fait goûter ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait c'était super bon. Donc c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur, mais en même temps j'avais trouvé ça super bon, c'était assez rigolo, donc c'était une très bonne expérience. Non, moi je m'intéresse un petit peu aux travaux du professeur Joyeux et aux protéines végétales, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast, même si rééquilibrer son apport en protéines, ça aide à avoir beaucoup d'énergie. Merci infiniment Audrey. Rendez-vous pour le deuxième épisode du podcast Patrimoine Révolution featuring Audrey et les revenus autrement.
abonne-toi direction Olivier Patrimoine, abonne-toi à ma mailing list, je te donnerai plus d'informations et sur toute l'évolution du parcours d'Audrey. On verra si elle arrive à monter son agence extraordinaire de colocation. Et à très bientôt sur Olivier Patrimoine, le podcast Patrimoine Révolution, pour te bouger, créer ton éducation et ton intelligence financière. Et voilà, comme d'habitude, c'est la fin de ce podcast. On termine sur une petite interlude musicale dans Patrimoine Révolution, le podcast qui stimule ton éducation financière et qui te permet d'acquérir richesse et patrimoine. Crée ton patrimoine, mets-le au travail, partage, like, peu importe sur quelle plateforme tu écoutes ce podcast à volonté. Abonne-toi, rendez-vous sur olivierpatrimoine.com, la page d'accueil, abonne-toi à la newsletter pour avoir plus d'informations sur Audrey. Je vais partager tout son travail au cours des prochains mois. Et à très bientôt sur le podcast Patrimoine Révolution. Allez, je te rappelle qu'il reste toujours un nombre limité de places au cadeau Mastermind Patrimoine Révolution, au séminaire Richesse et Patrimoine. Pour ça, tu vas sur olivierpatrimoine.com, au centre de la page. Tu vas voir offre limitée, ton accès au cadeau Mastermind Patrimoine Révolution. À l'intérieur, tu peux télécharger l'intégralité du séminaire Richesse et Patrimoine avec le cadeau offert, la participation au séminaire, autant pour moi au Mastermind Patrimoine Révolution, donc un groupe privé où je réponds personnellement à toutes vos questions. À très bientôt sur Olivier Patrimoine, c'est l'heure de la Patrimoine Révolution.